Alors, oui, donc la semaine dernière, effectivement, les intempéries ont fait que les cours ont été annulés. Au final, d'ailleurs, autant le matin et la nuit, mais le matin ont été catastrophiques dans beaucoup d'endroits, et le soir d'après-midi, c'est calme, c'est pas partout. Donc ça aurait pu, je pense, être maintenu, mais bon, c'est toujours plus facile à posteriori de prendre des décisions, a priori. Donc voilà, les décisions ont été prises de fermer, c'est comme ça. Du coup, ne voulant pas qu'il y ait un désavantage pour certains groupes par rapport à d'autres, effectivement, j'ai proposé deux sessions de remplacement sur le même cours pour que tout le monde puisse y assister. Au départ, c'était prévu mercredi, puis finalement, je devais envoyer un mail pour dire que ce serait mardi. Ça va faire un épisode qui, je crois, assez vite connecté de multiples reprises. Je suis 25 mails de vous, en dehors de ça, je ne crois pas avoir vu grand monde essayer de se connecter le mercredi, qui n'avait pas eu le message, et qui du coup avait essayé de se connecter malgré tout le mercredi. Quoi qu'il en soit, il se trouve que sur ces deux cours, en tout, j'ai eu, je crois, 80-90 étudiants à tout casser. Sur les quasiment 300 étudiants que j'ai inscrits dans les groupes bilingues. Donc ça veut dire quand même que c'est un petit tiers seulement qui est venu assister au cours. Alors, je ne vous gâche pas, c'est des niveaux toujours un peu décevants quand on fait des choses comme ça. Je sais pas si d'autres profs ont rattrapé les cours aujourd'hui. Plus ou moins, on va dire, de moins que plus. Donc bref, c'est toujours gênant quand on fait des choses comme ça, on fait forcément, on donne un cours le samedi après-midi, c'est pas motif dans la vie, il y a des choses que je préfère faire avec mon famille, par exemple, c'est une pas de motif. Bon, je le fais pour vous, effectivement, voir que vous étiez 38 au plus haut, au pic de fréquentation, samedi, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Donc bref, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui, malgré tout, essaient de se connecter le mercredi, donc ce mardi, j'ai eu un problème de connexion. Je sais pas si j'ai compris de vous rappeler mardi. Voilà, je suis désolé, effectivement, j'ai un problème de connexion internet. Je suis arrivé, j'ai après un petit moment. J'étais après 40 minutes à peu près pour arriver. Je sais pas si là. Voilà, donc je suis désolé. Pour ceux qui effectivement sont venus le mardi et n'ont pas réussi à venir en cours, ou qui éventuellement essaient de venir le mercredi, ou ceux qui auraient des questions par rapport à cette partie-là, venez voir à la fin du cours, on en discute et on essaie de trouver du coup une solution qui soit la plus possible. Bien, on va poursuivre du coup le cours. Donc, la semaine dernière, on a commencé le bloc de l'égalité, donc cette quatrième strate dans la hiérarchie des normes. On a commencé dans le bloc de l'égalité et on l'avait défini comme étant le composé de l'ensemble des normes ayant la même valeur qu'une loi ordinaire. Une loi ordinaire, on a vu que ça se définissait par la procédure et on a vu justement quelle était la procédure qui permettait de définir ce qu'est une loi ordinaire, on a vu en détail comment on faisait pour adopter une loi ordinaire. Donc reste maintenant à étudier du coup ces autres normes qui ont la même valeur qu'une loi ordinaire. Je vous les ai citées la semaine dernière et on va les voir dans le détail aujourd'hui. Ces quatre types de normes sont les lois référendaires, les lois de saisie, les ordonnances suffisamment ratifiées et les décisions de l'article 16 portant sur le domaine législatif et correct. Alors tout d'abord les lois référendaires. Une loi référendaire, on s'en doute bien, c'est une loi qui va être adoptée à l'issue d'une procédure de référendum. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum? Exactement. Un référendum, c'est un procédé qui va permettre, alors qu'on est dans un système représentatif, c'est-à-dire que nous, normalement, on le vote au moment des élections, eh bien, c'est un procédé qui va permettre au peuple de se prononcer en dehors du seul moment des élections. C'est-à-dire que son choix politique ne se bornera pas à désigner un représentant, il se bornera aussi à prendre une décision directement dans le champ politique. D'accord? Donc c'est ça, a priori, un référendum. D'ailleurs, à propos de ça, il y a des théories assez intéressantes sur la notion de démocratie discontinue.
Hein, ce sont des gens qui théorisent le fait que justement, en fait, on tente de démocratie, certains théorisent le fait qu'on serait en démocratie de manière discontinue. Parce que les démocraties, en fait, ne seraient que le moment du vote précisément, puisque le reste du temps, on est complètement dépossédé de notre pouvoir politique. Après, en dehors du moment où on vote pour les élections, on ne peut plus exercer le pouvoir politique directement. Ok ? Bien, donc un référendum, c'est ça. Alors en France, il existe effectivement des procédures référendaires. Ces procédures référendaires, elles sont prévues à l'article 11 de la Constitution. Il y a deux types de référendums qui existent en France. Le référendum classique qui existe depuis 1958 et le référendum d'initiative partagée qui, lui, existe depuis 2000. On va le détailler très largement. Et les deux. La première chose que l'on peut dire, c'est que ce référendum-là, enfin ces référendums, quelle que soit la procédure classique ou d'initiative partagée, dans tous les cas, on ne peut les enclencher en France, les déclencher ces procédures, qu'à partir du moment où on respecte un domaine. Le domaine de la loi référendaire, il est fixé justement à l'article 11. On ne peut faire un référendum que si ça porte sur une réforme économique, sociale ou environnementale. Si ça en fait, ça touche à l'organisation des pouvoirs publics, ou alors on ratifie un traité qui aurait des conséquences sur le fonctionnement des institutions. Dans ces trois hypothèses-là, on va pouvoir demander, déclencher une procédure qui permet d'adopter une loi référendaire. Okay. Alors, le référendum classique, d'abord. Le référendum classique, ce que j'appelle un référendum classique, c'est un référendum dans lequel c'est l'autorité politique qui décide de soumettre un texte au peuple, aux électeurs. En France, qui a ce pouvoir-là? C'est le président de la République, en effet, qui a ce pouvoir. On dit que c'est un pouvoir discrétionnaire, mais non autonome. Pourquoi discrétionnaire? C'est-à-dire que c'est lui qui prend la décision finale, il n'a pas besoin de se justifier, il le fait seul, avec son propre. Okay. Par contre, non autonome, ça veut dire que pour pouvoir prendre cette décision discrétionnaire, il faut auparavant qu'on lui en ait fait la proposition. Il faut que la proposition de référendum soit faite soit par le Premier ministre, soit par le Parlement. Okay. À votre avis, est-ce que c'est une difficulté ça? Dans les institutions de la Ve République, est-ce que ce sera compliqué d'obtenir cette proposition de la part du Premier ministre et du Parlement? Du Parlement d'abord. C'est ça que ce soit pas une difficulté de la part du Parlement. Pourquoi? Parce que le président peut effectivement compter sur une majorité disciplinée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Ben là, en l'occurrence, en ce moment, typiquement, le Sénat est dans l'opposition. Donc il est bien certain que si jamais Emmanuel Macron voulait faire une loi référendaire, il est peu probable qu'il puisse compter sur le soutien de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale, oui, mais pour faire une déclaration commune, c'est comme ça que ça se fait, la proposition, ça marcherait pas. Donc du coup, ça c'est bon. Et par contre, pour le Premier ministre, dans la cinquième, c'est facile pour le président d'avoir le soutien du Premier ministre? Oui, on est aujourd'hui dans un régime dans lequel le Premier ministre est totalement soumis. Alors, c'est pas tant qu'il est nommé, c'est qu'il est carrément soumis. Et le Premier ministre, le chef du gouvernement est toujours nommé par le chef de l'État, quel que soit le pays. Est-ce que vous avez l'impression que Merkel a été soumise au président allemand pendant des années? Non, évidemment non. Ce n'est pas le fait d'être nommé qui crée la soumission. C'est le rapport de force interne qu'il peut y avoir. Et on verra pourquoi au deuxième semestre, il y a ce rapport de force entre le président de la République et son Premier ministre. Et effectivement, si jamais demain Macron voulait faire une révision constitutionnelle, une loi référendaire, il prendrait son téléphone, allô Jeannot, dis-moi demain tu fais une loi référendaire, il faut garantir que dans la foulée, Jean Castex fait le truc, parce que Macron a une véritable autorité. Ok. Bon, donc effectivement, ça s'appelle une. Alors une fois que c'est fait, une fois que la décision est prise par le président, si c'est le Premier ministre qui a fait cette proposition, il va y avoir juste un vote, un débat devant
le Parlement, les parlementaires débattent sans voter. Si en revanche c'est le Parlement qui est à l'origine, là on passe directement aux opérations de vote. Donc il y a un certain délai à faire, et là on organise le vote. Okay. Si les Français votent non, le texte est rejeté, il ne se passe rien. Si les Français votent oui, à ce moment-là le texte est adopté. Le peuple ne peut pas être aveugle. Le peuple est souverain. C'est lui qui exerce la souveraineté. La souveraineté, c'est qu'on ne puisse pas avoir de contraintes. Par définition, si le peuple décide quelque chose, évidemment, ça ne peut pas être contraint. Ça est conseil constitutionnel. Ok? Bien, donc voilà pour ce qui est du référendum classique. Alors, votre avis, référendum classique. Oui? J'ai pas entendu le début. Je pense qu'il ne peut pas y avoir par rapport aux lois. Le contrôle de constitutionnalité. Ce référendum classique là, est-ce que c'est bien sur le plan démocratique? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte un progrès démocratique dans nos institutions? L'unanimité, oui. On pourrait essayer d'être un peu plus fin dans l'analyse de la pratique. Parce qu'en théorie, effectivement, par définition, déjà qu'on est dans une démocratie continue, dans laquelle effectivement on exerce notre pouvoir politique de manière très épisodique, en petit pointillé, forcément, dans ces conditions, à chaque fois qu'on va nous demander quelque chose, c'est plutôt une bonne chose. Ça semble, en tout cas, aller dans le sens démocratique. On va regarder comment est-ce que c'est pratique. Je vais vous donner deux exemples. Si je souhaite, par exemple, mettre en place un règlement intérieur dans ce fichier, et que je vous propose de le valider, ce règlement intérieur. D'accord, vous allez lire le texte, vous allez prendre votre opinion, vous discutez entre vous, et vous allez voter oui ou non. Bon, en fonction de ce que vous pensez. Ça, c'est l'idée d'un référendum à la base. Donc, en fait, ça ne se passe jamais. On va, imaginons que, en fait, j'ai une pratique gaullienne du référendum. Que faisait De Gaulle? De Gaulle, à chaque référendum, il engageait sa propre responsabilité sur le résultat du référendum. C'est-à-dire que, quand je vous donne le texte, et que je vous demande de vous prononcer dessus, je vous dis, mais attention, si vous votez non, je démissionne et je vous fais plus court jusqu'à la fin du semestre. Vous allez voter sur qu'est-ce qui va déterminer votre choix? Le texte ou moi? Oui. C'est a priori sur moi que le débat va se tenir. C'est-à-dire que le fait d'engager ma responsabilité fait qu'en réalité, je vais détourner votre attention du texte et vous emmener vers moi. Imaginons qu'en réalité, dans le texte, je pense qu'il ne serait pas passé. Si je pense que vous m'aimez bien et que j'engage ma responsabilité, peut-être que vous allez du coup voter pour moi et du coup accepter un texte que vous n'aurez pas accepté en temps normal. Parce que comme du coup j'ai engagé ma responsabilité, le débat il porte autour de moi, pas autour du texte. Voilà comment on va pouvoir détourner le sens d'un référendum. Autre exemple de détournement du référendum. Imaginons que je souffre du fait d'être mal aimé de mes étudiants en tant que prof. Et là je me dis, bah tiens, ce serait bien parce que voilà, pour regarder mes potes et tout, je voudrais quand même que les étudiants m'aiment. Et ça se voit. Et qu'est-ce que je fais là? Je fais un référendum dans lequel je vous propose la chose suivante. Êtes-vous d'accord pour avoir tous 20 à la fin du semestre en droit? Vous allez tous répondre. Évidemment, vous allez tous répondre.
prof qui vous a proposé ça, c'est cool. Super prof, c'est gentil, tous 20. Ça, c'est le deuxième type de référendum. C'est-à-dire, en fait, un référendum où je me contrefous de votre réponse parce que je sais que vous allez répondre. Je le fais, non pas pour connaître votre avis, mais simplement pour en tirer un avantage personnel. Et en fait, déjà dans la première option, c'était ça. Déjà dans la première option, quand j'engage ma responsabilité, c'est que vous répondez d'un texte, ce texte, moi j'ai un intérêt à ce qu'il fasse. Ça me donne une légitimité et ça me donne une légitimité. Parce que forcément, si le texte est accepté, vu que moi j'ai engagé ma responsabilité, je passe mon texte courageux sur le plan politique, qui a été jusqu'à engager sa propre responsabilité sur un texte, quel courage. Et en plus de ça, comme c'était passé, je ne vais pas dire regardez mon texte, il était génial, la preuve les gens qui étaient faux. J'ai regardé en fait, moi je suis bon, les gens ils étaient comment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dérive plébiscitaire. C'est-à-dire qu'on va aller interroger les citoyens par le biais d'un référendum, non pas pour connaître l'avis des citoyens, mais simplement parce que ça apporte un réel bénéfice personnel à celui qui est à l'origine du référendum. Et si on regarde tous les référendums en France, c'est toujours le cas. D'ailleurs, plébiscitaire, référendum, le terme en lui-même, ça vient d'où? C'est Rome. Qui a inventé le référendum? C'est Rome. Et ça a été pratiqué pendant une période très particulière, c'est celle du Principat. Le Principat. C'est cette période de l'Empire romain où l'Empire romain faisait encore semblant d'être une république. Où l'Empire romain se dotait encore d'institutions pour faire croire à son aspect républicain. Quoi de mieux pour faire croire à l'aspect démocratique d'un régime que de demander directement aux gens s'ils sont d'accord ou pas? Encore une fois, le but c'est de demander lorsque je suis sûr de leur réponse. Parce que ça m'apporte un bénéfice à moi. Vous pensez bien que l'Empire romain n'avait rien à foutre de ce que la plèbe de penser. Si on interrogeait la plèbe de temps en temps, c'est parce qu'on savait ce qu'allait dire la plèbe. Donc ça coûte un bénéfice à celui qui engageait la plèbe. Et d'ailleurs, quel est le grand démocrate qui a ressuscité le référendum en France? Bonaparte. Grand démocrate, Napoléon Bonaparte. D'accord, hein, bien évidemment. Hein, si Napoléon n'a rien produit de référendum, c'est bien sûr parce qu'il se souciait de ce que le peuple pouvait penser et souhaitait au contraire renforcer le pouvoir politique de ce pauvre peuple estimé pour ce siècle. Hein, lui, il n'en voulait pas de pouvoir, évidemment. C'est ça de manière très ironique. Pour ceux qui ne l'auraient pas connu. Hein, donc évidemment que le problème, c'est qu'on a une vision très plébiscitaire du référendum en France. Et si on prend tous les référendums pratiqués sous la Ve, c'est toujours le cas. À chaque fois qu'il y a eu un référendum, il y a eu plébiscite. Raté, parfois. En 69, quand De Gaulle avait démissionné, il a raté son plébiscite. D'ailleurs, les gens n'ont pas voté contre son texte, en réalité, ils ont voté contre lui. De Gaulle a fait un mauvais calcul, on en reparlera. Mais en 69, la réforme a été super bien. Et les gens ont voté contre lui, contre De Gaulle. Et le deuxième exemple de plébiscite raté, 2005, vous en parlez la semaine dernière. 2005, c'est vraiment le truc, le stéréotype. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Chirac, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on est dans une période où l'Europe commence un petit peu à se faire défausser par les opposants. Chirac décide de faire un référendum. Justement pour pouvoir faire taire les détracteurs de l'Union européenne et dire non mais regardez, vous nous emmerdez à être contre l'Union européenne, les gens, les Français sont majoritairement pour. Maintenant, taisez-vous, la construction européenne, elle se fera malgré les quelques esprits chagrins qui sont contre l'UE. C'est ça l'objectif de Chirac. Sauf que ça ne marche pas. Et la réponse inattendue pour Chirac, c'est que c'est le non qui l'emporte au référendum. Est-ce que vous pensez que Chirac, du coup, s'est dit ah bah tiens, je pensais qu'ils étaient pour, ils étaient contre. C'est non. Ben non, puisque 2 ans après, on fait le traité de Lisbonne. Ça vous montre bien qu'en réalité, quand on nous a posé la question de 2005, c'était pas pour connaître réellement notre avis. C'était pour qu'on dise oui.
Et quand on a dit non, ça a arrangé personne, mais tout ça a été mis quand même. Ça montre bien le peu de cas qu'on a fait de la parole qui a été exprimée, justement, et de l'opinion qui a été exprimée à l'occasion de ce référendum. Ok, c'est bien clair, ça? Vous comprenez? Bien. Donc, du coup, ce référendum très plébiscitaire, il est effectivement critiqué assez largement depuis des années par beaucoup de monde, et je dois avouer, y compris par moi. Et pour ceux qui vraiment ont une vision assez démocratique, effective, et le caractère démocratique des institutions est une véritable priorité, moi c'est mon cas, il y a une forme de référendum qui, pour le coup, est beaucoup plus démocratique que les autres, c'est ce que l'on appelle le référendum d'initiative partagée, qui a été renommé d'ailleurs ces dernières années par les Gilets jaunes le référendum d'initiative citoyenne. À l'heure des réseaux sociaux, où dès qu'il y a un moindre petit qui meurt, tout le monde marque vite, machin, sinon du coup, RIP, référendum d'initiative partagée, ça faisait moins bien sur les pancartes, et du coup ils l'ont rebaptisé RIP. Bon bref, quoi qu'il en soit, ça reste un référendum d'initiative populaire. Alors, le référendum d'initiative populaire, c'est un type de référendum que l'on trouve dans de nombreux pays. Et pour le coup, on en parlera au deuxième semestre, mais à mon sens, c'est le marqueur qui fait qu'on pourra commencer à parler d'une démocratie semi-directe. À partir du moment où il y a des initiatives populaires, on n'est plus dans la pure démocratie représentative, on rentre dans de la démocratie semi-directe. Le référendum classique, à mon sens, n'est pas suffisant, précisément parce que c'est une expression du pouvoir politique représentatif. Donc pour le coup, à mon sens, la France, par exemple, n'est certainement pas une démocratie semi-directe, malgré ces 3 cours de référendum, précisément parce que c'est peu des politiques. Donc, le référendum d'initiative populaire, comment ça fonctionne? Dans tout un tas de pays, ça fait toujours la même chose. Eh bien, n'importe quelle personne peut déposer une proposition de loi référendaire. C'est pas pour autant que, à chaque fois qu'un mec va avoir une idée, il va y avoir un référendum. Il y a quand même une condition qui va être posée. Donc il faudra que cette proposition de loi référendaire recueille le soutien d'un certain pourcentage des électeurs. Souvent entre 5 et 10% des électeurs. Il faut faire beaucoup, hein. C'est pas rien. Alors comment on fait? Du coup, il faut aller sur le site internet du ministère de l'Intérieur, en général, hein, le pays est concerné. On va, on choisit le texte, machin, on regarde, on lit, et puis on lit l'article avec lequel on est d'accord, et on va nous place avec lequel on est d'accord. Et à partir du moment où on peut franchir le seuil, hop, référendum obligatoire. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'a pas le pouvoir de s'y opposer. D'accord? Donc on est effectivement sur quelque chose d'éminemment démocratique là pour le coup. Parce que c'est vraiment le peuple qui décide pour lui-même. Et le pouvoir politique est un peu exécuté. Alors, les pays dans lesquels ça existe, pour le coup, globalement, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas mal. Alors, évidemment, hein, on a jamais vu, c'est le cas en Suisse, où il y a eu une période où les 3 référendums proposés par l'extrême droite, dont un qui avait fait polémique à propos des minarets en Suisse, qui avait été effectivement validé. Et jamais à la bonne connerie, hein. C'est pas parce que c'est le peuple que c'est forcément bien, hein. Le peuple aussi peut être. Mais il n'en demeure pas moins que, malgré tout, ça reste un processus éminemment démocratique au sens littéral du terme, c'est le peuple qui décide. Et alors, je vous avoue, encore une fois, à titre personnel, je suis fait. Et en 2007, Sarkozy vient d'être élu, et il intervient à la télé pour nous dire voilà, je vais mettre en œuvre une grande procédure de révision constitutionnelle, on va faire plein de choses, et notamment, on va introduire un référendum d'initiative populaire. Ah, je suis tombé du canapé. Comme ça, j'en suis parvenu. Autant vous dire que le référendum d'initiative populaire, c'est pas vraiment un marqueur de la droite traditionnelle du gouvernement. Hein. Même l'inverse, pour le coup. Donc là, vraiment, je suis surpris. Quand j'entends ça, j'y crois pas. Ça paraît très bizarre, très suspect. Je me dis, bon ben, on verra bien. La réforme constitutionnelle en question, elle est intervenue le 23 juillet 2008. Les 24 date de la promulgation, je m'empresse d'aller lire l'article 61-1. Sachant que pendant ce temps-là, tous les journalistes vous parlaient de l'avancée majeure que constituait le fait que maintenant on met un référendum d'initiative
terre dithyrambique. Ouais. Il y a l'article 61-1, le fameux relatif au pseudo-référendum d'initiative populaire. Ah, ben là, de suite, je suis remonté sur le canapé. On n'était pas du tout dans un référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que les trois pauvres lignes de l'article 61-1 déjà permettaient de comprendre qu'en réalité, on avait affaire à toute autre chose. Tout le monde l'appelait référendum d'initiative populaire, mais ça n'en était pas un. En 2013 est sortie la loi organique. La loi organique, c'est celle qui justement a prévu le détail de la procédure de ce référendum d'initiative soi-disant populaire. Alors là, pour le coup, ça a fini d'emporter l'impression, de confirmer la première impression, c'était tout, sauf un référendum d'initiative populaire. Donc le référendum d'initiative populaire, vous allez bien compris ce que c'est. C'est lorsqu'il y a n'importe quel clampin qui peut aller déposer une proposition de loi référendaire, les gens soutiennent par référendum cette initiative d'un citoyen, plus évidemment. Et une fois que c'est fait, il y a un référendum obligatoire. Okay, comment fonctionne le référendum en France? Alors ce référendum, avant toute chose, vous comprennent quand on le nomme, un référendum, on l'appelle référendum d'initiative partagée et non pas populaire. Pourquoi partagée? Eh bien parce qu'en fait, l'initiative, elle appartient aux parlementaires. C'est pas le peuple, c'est l'initiative, ce sont les parlementaires. Mais alors, chose qui est plutôt pas mal à la limite, ça pourrait être bien, c'est que une minorité des parlementaires peut déclencher ce référendum. Pourquoi est-ce que c'est bien? Il suffit de 5%. C'est pas mal 5% des parlementaires. Pourquoi? Si vous êtes parlementaire de l'opposition, est-ce que vous avez la moindre chance qu'un des textes que vous allez proposer soit passé? Aucune. Même si vous avez la meilleure des lois, à partir du moment où vous ne faites pas partie de la majorité, de toute façon la majorité va rejeter votre texte. Donc du coup, le fait de permettre à l'opposition de court-circuiter la majorité parlementaire en demandant au peuple, à la limite, ça pourrait être une bonne chose. Même une très bonne chose. Donc, admettons que ça se soit pas fait. Très bien. Derrière, deuxième exigence, il y a une période de 9 mois qui s'ouvre, et pendant ces 9 mois, il faut que 10% des électeurs signent une pétition en ligne pour soutenir le fait. Quand j'ai une pétition en ligne, c'est une pétition qui est sur le site du ministère de l'Intérieur. Alors déjà, on rentre du boulot, avec les gosses, machin, femme, mon mari, le ménage, la maison à s'occuper, le ci, le là, de faire loisir, bref, dans notre vie. Il faut arriver à trouver le temps et l'énergie pour penser, putain, il y a référendum d'initiative populaire, partagez. Il faut à tout prix que j'aille sur le site du ministère de l'Intérieur pour aller remplir le truc. Une fois que vous avez l'envie, l'idée et l'envie, il faut trouver l'endroit où c'est. Vous allez l'avoir cherché, c'est pas évident. Bon, admettons, vous trouvez l'endroit où se trouve cette fameuse pétition. Et là, il faut que vous renseigniez vos noms, prénoms, etc. Ben, je ne vous cache pas, quand vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur pour signer une loi référendaire proposée par l'opposition qui va à l'encontre d'un projet gouvernemental, renseigner son nom sur un site du gouvernement, ben, en fait, on y pense. On dit, voilà, c'est quand même en train de remplir officiellement un document d'opposant politique. A priori, ça n'a pas de conséquence, mais bon. Merde de rien, il y a des gens qui ne signent pas. Bref, 10% des électeurs, ça fait 4,7 millions de personnes. Vous imaginez 4,7 millions de personnes avec signer un truc pareil? Franchement, c'est une sacrée loi. Ce que je vous rappelle, pour pouvoir faire une telle loi, il faut que ça porte soit sur une réforme sociale, soit une réforme économique, soit une réforme environnementale. Quand je dis social, attention, c'est pas sociétal. Non, le mariage pour tous, il n'y a pas plus personne. La PMA ouverte aux familles monoparentales n'est pas le seul, c'est pas possible. Et dans le premier même, imaginons la loi bioéthique qui vient d'être adoptée, qui est la loi la plus importante qu'on ait eue là, quasiment du mandat sur le plan sociétal. Est-ce que cette loi, elle aurait pu faire en sorte que 4,7 millions de personnes,
Pareil, sur un site internet du gouvernement. Donc là, déjà, en soi, le 4,7 millions, franchement, il est extrêmement peu réalisable. Bon, jusqu'ici, on a un truc, à la base, ça aurait pu me faire d'être une mauvaise idée, sauf que tout de suite, on a une condition qui est démentielle. Si ça avait été 5%, à la limite, ça aurait déjà été un peu plus jouable. 3%, ouais, 3%, on est aux alentours d'un gros million et demi. Ouais, ça pouvait passer. Ça file quand même pas mal. Hein. Il y a eu il y a eu une tentative à propos d'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, vous savez, c'était quelque chose qui appartenait à l'État, qui rapportait chaque année des dizaines de millions d'euros. Et Emmanuel Macron a eu la volonté à tout prix de privatiser l'aéroport de Paris. Alors ça a rapporté effectivement un peu d'argent, mais ça a rapporté ce que l'aéroport de Paris rapportait en 10 ou 15 ans. Si vous avez un bien immobilier, admettons que vous ayez un appartement, ce n'est pas un truc qui vous rapporte des loyers tous les ans. Est-ce que vous allez vendre cet appartement si le prix de vente correspond au loyer de 10 années? Non, évidemment non. C'est plus rentable de le garder. C'est ce qu'on vient de faire avec l'aéroport de Paris, comme on avait fait précédemment avec les autoroutes, etc. Des tas de choses comme ça, ce qu'on appelle un peu les visites famille. C'est vrai, ce sont des choses qui ont vraiment de la valeur, rapportent de l'argent, qui sont rentables. En fait, les trucs rentables, on les vend, les trucs pas rentables, on les garde, on dit ah, mais c'est pas rentable, c'est pas bien faire le public. Vraiment, on vend de l'argent, et qu'on garde ce qu'on perd, à un moment, on se dit c'est pas bien, et que l'État est mauvais gestionnaire. C'est mauvais gestionnaire. Des activités qui, par exemple, perdent de l'argent alors que d'autres en gagnent. Et du coup, il y a eu une loi référendaire, une proposition de loi référendaire sur la renationalisation de l'aéroport de Paris. Loi important, parce que c'est quand même un pur scandale. Alors pourtant que tous les partis politiques d'opposition étaient d'accord, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, on va être contre cette loi, contre la privatisation. Donc tout le monde a fait du lobbying auprès de ces militants, une grosse campagne sur les réseaux sociaux. Imaginez pour avoir 4,7, ça va vous dire c'est quand même sérieux. Mais bon, admettons qu'on y arrive pour 4,7. Donc admettons qu'on ait bien les 5% de parlementaires qui proposent la loi référendaire. Ensuite, j'ai oublié, mais il ne faut pas le conseil constitutionnel. Imaginons que le conseil constitutionnel valide. Ensuite, on est bien les 4,7 millions de soutiens. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ça, c'est la loi de 2013 qui ajoute. Et quand on lit cette loi organique de 2013, si on ne fait pas gaffe, on peut la lire 20 fois, on ne voit pas le fait. La loi organique de 2013 dit que si, dans une période de 6 mois, chacune des chambres ne s'est pas prononcée au moins une fois sur le texte, alors le président a l'obligation de convoquer un référendum. Il faut que dans les 6 mois, chacune des chambres ne soit pas prononcée au moins une fois sur le texte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant les 6 mois qui suivent les fameuses 4,7 millions de signatures, dans ces 6 mois-là, eh bien, le Parlement peut se saisir du texte. D'accord? La visite à l'aéroport de Paris, il va y avoir les 4,7 millions. Évidemment, elle va se voter sur le texte. Et là, vous devez faire un vote pour le texte, rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'en réalité, non seulement il faut 5% des parlementaires, derrière il faut 4,7 millions de signataires, mais en plus derrière, il y a une dernière condition qui était quasiment cachée quand on l'a dit, parce qu'elle n'est vraiment pas visible, c'est qu'en fait, ce texte est malgré tout un soutien de la majorité. Si la majorité est contre le texte, c'est que le texte est trop bas. Le président n'est plus obligé de convoquer un rapport. Il n'est pas question d'objet. Si le texte est rejeté par le Parlement, le texte n'existe plus. Et du coup, si la majorité est pour, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire tout ça? On peut faire un référendum classique. Non?
sert à rien du tout. Vous vous rendez compte des conditions là qui sont réunies? Tellement, déjà, il faut 1 an et demi pour le faire. C'est totalement improbable comme histoire. Totalement improbable. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. D'accord? Alors, du coup, à quoi ça a servi, ça? Pourquoi est-ce qu'on a noté ça? Ouais, pour faire effectivement donner l'impression à la population française qu'on était dans un régime plus démocratique, parce que je vous répète, les commentaires à l'époque, c'était sémantique. Hein. La France redevient à la pointe des nations démocratiques. Il y a des défis avant de lire les communiqués de presse de l'Élysée, au moment où on de lire le texte. Quoi. Alors, ça sert à rien, évidemment. Ah, mais Sarkozy, quand je vous parle de communication politique, c'en est un exemple absolument parfait. Là, on a Sarkozy qui a réussi à se gagner 10 points d'opinion favorable, tranquille, avec une mesure qui ne sert à rien. C'est comme Hollande qui nous fait adopter le truc sur le statut des animaux, là, vous voyez, de sensibilité. Ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien, et ça fait beau, les gens sont contents, et hop, ah, le Sarkozy, il est bien. C'est un truc démocratique. Parce que le temps qu'on dise que ce n'était pas un référendum d'initiative populaire, mais bien un référendum d'initiative partagée, ça ne fait rien, il s'est passé 6 mois. Comment ça 6 mois? D'accord? Vous comprenez le délire là? Ok. Donc voilà pour ce qui est de ce référendum d'initiative partagée. Vous voyez qu'on est très loin du référendum d'initiative populaire. Est-ce qu'un jour on en arrivera à avoir effectivement un référendum d'initiative populaire? Je ne vous cache pas que c'est quelque chose c'est limite ardemment, parce que je pense effectivement que c'est une solution indispensable. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Ok, bien, donc voilà pour cette question des lois référendum. Alors, deuxième catégorie de normes, c'est la même valeur que l'ordinaire, c'est donc les lois de pays. Alors, loi de pays, qu'est-ce que c'est? Loi de pays, c'est un peu un objet constitutionnel marginal. Une loi de pays, c'est quelque chose déjà de dérogatoire. Normalement, ça n'existe pas. La France est un État unitaire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a qu'un seul pouvoir constituant et qu'il n'y a qu'un seul pouvoir législatif. Et effectivement, quand on parle de loi, c'est forcément quelque chose qui émane du Parlement français. Il n'y a pas de loi locale. Le maire ne prend pas de loi. Vous avez déjà entendu parler d'une loi municipale? Personne. Vous avez déjà entendu parler d'une loi départementale, d'une loi régionale? Ça n'existe pas. On n'est pas dans un État ni fédéral, ni régional. En Espagne, oui, on a des lois au niveau local, au niveau civil, etc. Mais en France, on n'en a jamais. Il y a une exception à ça. Ah, pardon, tout à l'heure, il y a une exception à ça. Il y a un territoire français, et un seul, seulement, dans lequel on a le pouvoir localement de prendre une loi, d'adopter des lois. Ce territoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi la Nouvelle-Calédonie a-t-elle un statut aussi dérogatoire? Là, c'est la forme d'État qui change. Si vous voulez. La France est un État unitaire, sauf vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, qui est un État régional. C'est vraiment quelque chose. C'est pas une petite différence. On accorde un droit d'expérimentation à outre-mer, ou les possibilités de demander au Parlement, comme pour la forme, c'est demander des adaptations au Parlement. C'est vraiment que là, on est une autre forme d'État. Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie bénéficie de ça? Eh bien, tout simplement parce que la Nouvelle-Calédonie, il y a eu, ça remonte aux années 80, il y a eu des heures extrêmement graves. Il y a des Néo-Calédoniens? Non, c'est pas non plus ça. En fait, dans les années 80, le problème, c'est que la France se comportait vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie très tardivement dans un plus pur esprit colonial. Non, vraiment, dans tout ce que ça peut avoir de péjoratif pour le coup. La Nouvelle-Calédonie, c'est une population assez composite. Il y a beaucoup de métropolitains de Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez aussi un peuple d'origine, un peuple indigène, qui sont les Kanaks. Et en
Kanaks, toujours disent qu'ils ont un droit particulier, il y a encore une application d'un droit tribal en Nouvelle-Calédonie. Le droit français métropolitain était à l'opposé du droit qui pouvait exister, donc on ne peut pas bouleverser les structures juridiques. On a donc maintenu qu'il y a un double droit entre le droit tribal et le droit français. Et il se trouve que du coup ces particularismes culturels et juridiques des Kanaks ont fait que les pouvoirs publics, et particulièrement la gendarmerie, avaient une légère tendance à afficher un mépris, et on observait parfois des actes de violence de la gendarmerie vis-à-vis des populations kanaks. Et en fait, c'est ce qui s'est passé un jour, il y a eu une énième bavure avec un énième kanak qui a été assassiné par les soldats. Et dans les années 80, un beau jour, ça a mis pied aux poudres, et il y a une vingtaine de gamins qui ont pris, justement, des gendarmes en otage. Ils sont allés dans une grotte, la grotte d'Ouvea, le nom historique, malheureusement, tristement célèbre. Et en fait, on a vraiment des gamins, c'est pas du tout les preneurs d'otages, c'est qu'on peut les imaginer depuis qu'il y a eu une massacre en France, c'est pas des curieux, sanguinaires, apoplectants, qui veulent tuer tout le monde. C'est des gamins qui ont ras-le-bol d'être retrouvés politiquement et qui d'un coup font une connerie. Et qui réalisent qu'ils font une connerie, et ce sont eux, c'est pas grave, les otages, sont eux qui font les démarches pour essayer de mettre un terme à la prise d'otages. Ça, c'est simplement ma France. On a le pouvoir politique français, malgré tout, alors qu'on est à stade de solution tout à fait pacifique, va ordonner l'assaut. Dans l'assaut, la grande majorité des preneurs d'otages sont tués. Et pire, derrière, il y a un certain nombre de preneurs d'otages qui ont bizarrement une balle à 12 touchants dans la vie. En fait, on a exécuté ceux qui n'avaient pas été tués pendant le temps. 0 survivants de preneurs d'otages de la grotte d'Ouvea. Ça, c'est dans les années 80. On est en train de parler évidemment en bien ou quoi. Ça parle de dans les années 80. Autant vous dire que ça va mettre les feux au poudre, littéralement, que la Nouvelle-Calédonie va être explosive pendant plusieurs temps, avec l'indépendantisme de Kanak qui va prendre des proportions absolument inédites. Et la seule solution qu'on va finir par trouver pour arriver à apaiser les choses sera justement deux choses. La France s'est engagée à proposer plusieurs référendums dans les 20 ans sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième chose, c'est qu'en attendant, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un statut d'autonomie très largement renforcé. Et c'est ce qui fait que la Nouvelle-Calédonie a le droit d'adopter des lois locales. C'est-à-dire que le Parlement local, qui s'appelle le Congrès de Nouvelle-Calédonie, peut intervenir dans 12 matières législatives pour adopter des lois, qu'on appelle des lois de pays. Ces lois de pays, bien évidemment, elles ne sont valables qu'en Nouvelle-Calédonie, d'accord ? Mais en Nouvelle-Calédonie, elles ont exactement la même valeur qu'une loi en France. Ouais. C'est important que les référendums, ils ont été, alors c'est pas sur 20 ans, c'était sur 30 ans, je crois, au départ. Ça a été, il y en a eu plusieurs, mais le premier a eu lieu, je pense que c'était en 2013, on va regarder, très récemment. Ok ? Donc voilà pourquoi en Nouvelle-Calédonie on a ces lois de pays, et voilà ce qui est les lois de pays. Alors ensuite, il nous reste encore deux catégories de normes qui du coup ont la même valeur que les lois ordinaires. Ces deux catégories de normes, c'est ce que l'on appelle les ordonnances de l'article 38 et les décisions de l'article 6. Toutes les deux, cela, le stade qu'on vient de voir, regarde bien. Les lois ordinaires, c'est quoi? C'est lorsque c'est le Parlement, les représentants de la souveraineté nationale, qui se prononcent sur un sujet. Les lois référendaires, c'est lorsque on va permettre au peuple directement d'agir à la place du Parlement. Okay, c'est pas choquant dans la mesure où le peuple, c'est le détenteur de l'autorité, de la souveraineté. D'accord, les parlementaires ne sont que les représentants du peuple. Donc, si le peuple agit directement, il n'y a pas une violation manifeste d'un pouvoir. D'accord, de la même manière, lorsqu'on autorise ponctuellement, légalement, localement, un Parlement à agir à la place du Parlement national, on est aussi dans quelque chose qui
paraît cohérent. Ce qui est moins cohérent, c'est pour les deux mécanismes qui suivent, ce sont deux mécanismes qui permettent à l'exécutif d'agir à la place du législatif. Et là, ça pose tout de suite un peu plus de problème. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est un principe de séparation des pouvoirs à la base. Si on permet à un pouvoir d'agir à la place de l'autre, la séparation des pouvoirs prend un léger coup sur la tête. Et effectivement, les ordonnances et les décisions de l'article 16 sont deux mécanismes qui permettent à l'exécutif d'agir. Les ordonnances, ça appartient à un pouvoir qui appartient au gouvernement, et les décisions de l'article 16 au président de la République. Okay. Alors, on va d'abord parler des ordonnances. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Une ordonnance, je vous répète, c'est lorsque le gouvernement va agir à la place du législateur. Alors, on se doute bien qu'il va y avoir quand même des conditions, parce que si le gouvernement pouvait agir n'importe comment à la place du législateur, ça veut dire que la séparation des pouvoirs, elle n'existerait pas du tout, même pas en théorie. Je vais vous prendre une métaphore. Monsieur, vous voulez faire court à ma place. Qu'est-ce que vous allez faire avant de vous lever? Vous allez me demander si je vous autorise à faire court à ma place. C'est logique. C'est ce que va faire le gouvernement. Lorsque le gouvernement veut intervenir par ordonnance, il va commencer par demander au Parlement de lui autoriser. C'est ce que l'on va appeler la loi d'habilitation. La loi d'habilitation, c'est une loi par laquelle le Parlement dit, voilà, moi, Parlement, j'autorise le gouvernement à intervenir sur tel sujet, on définit strictement le domaine, et pendant telle durée. Pourquoi est-ce qu'on définit à ce point la durée et le sujet? Il ne faut pas que ce soit un blanc-seing pour le gouvernement. Quand le Parlement autorise le gouvernement à intervenir, c'est pas sur n'importe quoi, c'est pas ce qu'il veut. C'est uniquement sur un sujet précis et pendant une durée précise. Sinon, ça permettrait tout simplement au Parlement de donner des pleins pouvoirs au gouvernement pendant toute la durée du mandat. C'est absolument inenvisageable. Donc, c'est pendant, ça c'est un point important. La loi d'habilitation doit être précise. On doit clairement circonscrire les possibilités. D'accord? On veut faire plusieurs ordonnances, on fait plusieurs lois d'habilitation en même temps. Comme ça, on n'a pas un truc qui est trop bas, il faut okay. Bon, une fois que cette loi est votée, le gouvernement peut faire son ordonnance. Donc là, le gouvernement dit son ordonnance. Avant de la signer, il doit obtenir le contrôle par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le juge administratif le plus haut. Il y a la Cour de cassation pour le droit privé, le Conseil d'État pour le droit public. D'accord? On a le Conseil d'État qui va vérifier du coup si la loi, si l'ordonnance nous semble bien. Et derrière, le gouvernement qui signe. Bien, et à votre avis, là on est dans le cas où je disais tu viens faire le cours à ma table. Qu'est-ce qui va se passer a priori après? Oui, et puis surtout je vais vérifier si ce que vous avez dit c'était bon, et je vais valider ou pas ce que vous venez de dire. C'est exactement ce que fait encore une fois le Parlement. Une fois que le gouvernement est intervenu par ordonnance, le Parlement doit ratifier le texte. Ratifier, vous savez ce que ça veut dire? On l'a vu la semaine dernière. Ratifier, c'est lorsqu'on valide tout ou rien. Soit on est d'accord avec le texte et il est bon, soit on n'est pas d'accord avec le texte et le texte nous jette. C'est ce qui se passe. Si le Parlement ratifie l'ordonnance, l'ordonnance a la même valeur qu'une loi. Si le Parlement rejette l'ordonnance est caduque, elle n'existe pas. C'est bien clair ce que je vous dis? Pourquoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on irait s'emmerder à faire tout ça alors que le Parlement pourrait le voter en une fois? Pourquoi est-ce que le Parlement irait voter une loi d'habilitation pour autoriser le gouvernement à intervenir, pour ensuite avoir une loi de ratification, alors qu'on peut avoir une seule loi au départ? En fait, il y a une raison très simple, c'est que faire adopter une loi d'habilitation et une loi de ratification, c'est beaucoup plus facile que de faire adopter une seule loi
Pour une raison très simple. Une loi, il y a plein d'articles, on discute des articles, des amendements. Ça peut prendre des semaines et des semaines, des mois, parfois. Parfois, il faut une année complète pour arriver à adopter une loi. Alors que lorsqu'il s'agit d'adopter une loi d'habilitation, une loi de ratification, il y a un article. Vous voulez changer quoi, une virgule dans la loi d'habilitation? Ça va pas avoir bon sens. Dans le cas, c'est clair ce qu'on dit. Donc en fait, la procédure, elle est plus rapide. Faire adopter une loi d'habilitation, même s'il y a le désaccord du Sénat, ça va prendre quoi? 3 semaines? Même pas 2 semaines. L'Assemblée nationale va voter, ça va prendre 2 minutes. On envoie au Sénat, et le Sénat, même en voter, ça ne prend pas 2 minutes de dernier. Bah, du coup, on prend une procédure accélérée. Dès la fin de la première lecture, on envoie direct à la CMP, la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire n'arrive pas à se mettre d'accord, allez hop, directement dernier mois à l'Assemblée nationale. Point bas. Ça a pris en tout et pour tout 10 jours. Vous comprenez? Et pareil pour la loi de ratification. Alors quel est l'intérêt du coup? Il y en a un qui peut être beaucoup plus rapide que l'autre. Quel est l'intérêt? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Dans la dernière année de mandature de Hollande, il y a eu ce qu'on a appelé les lois El Khomri, les lois de travail. Petite question comme ça, qui connaît l'expression 49.3 ici? Il est bien là, cette loi. Ça s'est vachement perdu. L'année dernière, tout le monde levait la main en fait, quasiment. Une fois, vous voyez, ça commence à faire du temps, maintenant vous avez oublié. Le 49.3, c'est une procédure qui a été utilisée justement pendant cette loi El Khomri et qui est très choquante. On en reparlera beaucoup au deuxième semestre. Et rapidement, je vais vous dire pourquoi. Dans cette loi El Khomri, pour vous l'expliquer, c'était une loi qui portait sur une réforme du Code du travail. Une réforme qui libéralisait considérablement le Code du travail. Le Code du travail prévoit un certain nombre de dispositions protectrices pour les salariés. Et l'objectif de cette loi, c'était justement d'enlever un certain nombre de ces protections, en disant pour faciliter les embauches. En l'occurrence, d'ailleurs, ça n'a pas du tout facilité les embauches, ça n'a pas augmenté le volume d'embauche, donc ça retirait effectivement un certain nombre de protections. Et en fait, cette loi, c'est une loi qui était un peu problématique pour tout le monde. Personne n'en voulait trop. Pourquoi? Parce que dans la majorité, qui était donc le Parti Socialiste, même si le caractère socialiste du Parti Socialiste, ça reste une épineuse question, dans le demeure pas moins, ce sont quand même des gens qui se sentent à gauche. Et là, pour le coup, avoir une loi comme celle-là, qui est manifestement une loi avec tous les marqueurs de la droite, une partie des membres de la majorité, c'était compliqué. Ce qui fait qu'une bonne partie des députés PS refusaient de voter la loi, pourtant soutenue par le président. Et dans le même temps, la droite, qui elle pourtant aurait en temps normal adoré cette loi. Mais là, forcément, elle était contre, parce qu'elle est dans l'opposition, et qu'elle voulait dire qu'elle est encore plus de droite que la loi. Donc, c'est compliqué d'arriver à garder dans l'esprit des gens le clivage politique gauche-droite. Parce que la gauche c'est de la droite et que la droite est d'accord, forcément, le champ politique est exercé, c'est-à-dire qu'il faut passer derrière la fin. Bref. Donc, du coup, la droite est contre, une partie de la gauche est contre, bref, il n'y a pas la majorité pour adopter la loi. Que va faire, du coup, François Hollande, par l'intermédiaire de Manuel Valls? Eh bien, il va tout simplement utiliser le 49.3. Le 49.3, c'est un article qui permet de forcer l'Assemblée nationale à adopter un texte. C'est-à-dire qu'en fait, on met l'Assemblée nationale devant l'ultimatum. Soit l'Assemblée nationale force le gouvernement à démissionner, soit le texte est adopté, sans même qu'il y ait eu de vote. D'accord? C'est ça le 49.3. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va d'abord dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est contre. Du coup, Valls comprend bien, et Hollande comprend bien que ça va poser un problème. Il déclenche le 49.3. Il déclenche le 49.3 contre sa propre majorité, et ça veut dire qu'on parle médiatiquement. Donc, du coup, la question de la loi travail commence à prendre sa place dans les médias. Là-dessus, on passe devant le Sénat. Le Sénat trouve que forcément, c'est pas assez à droite pour lui, donc, bam, le Sénat rejette le texte. Là, on a un texte qui est rejeté par l'Assemblée nationale, qu'on a forcé à 49.3, et qui est rejeté par le Sénat. Okay. On retourne devant l'Assemblée nationale. Ça veut dire que là, on commence à vraiment bien parler. Re 49.3. Derrière le Sénat, rejette à nouveau, du coup, commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire ne se met pas d'accord, du coup, directement, bam, dernier mot à l'Assemblée nationale. 49.3.
Donc on a une procédure qui a pris quasiment un an, et pour laquelle, à chaque fois, il y a eu une opposition de la part des assemblées. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été votée sans qu'à aucun moment, une seule chambre française, une seule assemblée française n'ait accepté le texte. Vous vous rendez compte à quel point c'est une injure démocratique, un texte comme celui-là. C'est fou. C'est fou. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, ça a pris du temps. C'était particulièrement choquant la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un sujet politique. C'est devenu un sujet politique à tel point que les facs ont fait grève. Les facs ont été fermés pendant des semaines. Les lycéens ont fait grève. C'est pour ça que le 49.3, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous deviez être au collège à l'époque. Au lycée. Mais les lycées ont fermé. Ça, vous connaissez. Les lycées étaient en grève complète pendant ce temps-là. Voilà. Vous voyez, ça a été un vrai problème. Et très sincèrement, je reste assez persuadé que ça a été le coup de grâce pour Hollande. Je ne pense pas qu'il aurait été réélu parce qu'on est dans un, on en parlera encore une fois au deuxième semestre, on est dans des mécanismes d'alternance quasi systématiques. Mais pour autant, je pense qu'il y a définitivement enterré la candidature Hollande en 2017, c'est la loi travail. C'est la loi travail. Ça a été calamiteux. Bref, 2017, Macron est élu président de la République, et Macron, le paradoxe, c'est que c'était lui le véritable instigateur de la loi travail, et c'est lui qui est élu. Ça a coûté la place de Hollande, mais c'est Macron qui passe. Bon, ça c'est tout le paradoxe quand on vote pour la tête des gens et pas pour des programmes, forcément, on fait des trucs comme ça qui sont assez incohérents. Bref, il est élu, et Macron, la loi travail, il trouvait que c'était juste l'entraînement, c'était un petit échauffement. Il voulait qu'on aille beaucoup plus loin dans cette réforme du droit du travail. Et ça va être un de ses premiers chantiers. Sauf qu'il sait pertinemment, même Macron, que si jamais il enclenche une réforme du droit du travail en suivant une loi comme l'a fait Hollande, ça va prendre des plombes et ça va à nouveau permettre aux gens de se mobiliser. Il faut démarrer un quinquennat par une grève généralisée des fêtes et des lycées, ça fout mal. Qu'est-ce qui a été décidé du coup de faire? Et alors je vais vous donner le calcul, vous allez comprendre. On est élu en mai, en juin, on élit les députés. Début juillet, on lance la loi d'habilitation qui est adoptée à la mi-juillet. L'ordonnance est rédigée dès la semaine suivante. Avis du Conseil d'État demandé, avis rendu le 12. Loi de ratification adoptée le 12. Un mois et demi, ça a été beaucoup. Vous étiez où les Français pendant ce mois et demi? En vacances. Vous connaissez beaucoup de personnes qui manifestent sur la place? Vacances, c'est un moment léthargique. Vous voulez faire n'importe quoi en politique, ça peut l'été. Il y a deux moments, Noël et l'été. Mais l'été, c'est mieux. Les gens ne sont pas chez eux, ils ne prennent pas la voiture, ils ne prennent pas machin, ils n'écoutent pas les infos à la radio, dans la bagnole. Vous voulez faire passer un truc, vous faites passer l'été. Vous savez quoi? Vous pouvez être à peu près sûr que ça va passer comme une lettre à la poste. C'est exactement ce qui s'est passé avec les ordonnances travail de Macron, alors qu'elles étaient bien pires. Enfin, bien sûr, c'est son appréciation. Mais elles étaient bien plus fortes. Ceux qui avaient contesté les lois travail avaient 10 fois plus de raisons de contester les ordonnances Macron. Ah oui, encore bien plus libéral pour le coup que ce que n'était la loi travail. D'accord? Réfléchir, c'est son appréciation. Les gens qui sont très bien, tout à fait respectable de son opinion. Hein. C'est pas mon propos. Hein. Mais en tout cas, ça allait beaucoup plus loin que les lois travail. D'accord? Et vous voyez que malgré ça, pour le coup, c'est passé nickel en un mois et demi. Parce que tant mieux. Bon, donc du coup, vous voyez, les ordonnances, quand même, finalement, c'est un petit côté choquant quand même. Hein. Et il y a pire. Il y a bien pire. Et bien pire. L'article 16 de la Constitution. Alors ça, c'est une espèce de...
pense évidemment pour vérifier que c'est vrai. Évidemment, ça paraît improbable. Qu'est-ce que c'est que l'article 16? L'article 16 dit que dans certaines conditions, les conditions, c'est qu'il faut une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et ça c'est la première condition, et il en faut une deuxième. La deuxième, c'est qu'il doit y avoir soit une atteinte aux frontières, soit une atteinte à la souveraineté nationale, soit une atteinte au respect des traités. D'accord? Il y a un de ces trois éléments, plus l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, alors le président peut déclencher l'article 16. L'article 16, texte de la Constitution, un article de la Constitution, qui permet au président de ne plus être lié par la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il pourra intervenir à la place de n'importe quelle autorité de l'exécutif. Concrètement, ça veut dire quoi? Le président pourra intervenir à la place de son premier ministre, à la place d'un ministre, à la place d'un responsable d'administration quelconque, à la place d'un préfet, d'un maire, d'un président de département, d'un président d'université, d'un recteur d'académie, il peut agir à la place de n'importe qui. Donc il n'est plus lié par la séparation des pouvoirs au sein même de l'exécutif, et il n'est même plus lié par la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. C'est-à-dire qu'il peut même intervenir à la place du législateur. C'est-à-dire que concrètement, il prend son papier, son stylo, il rédige quelque chose qui porte normalement sur le domaine de la loi. Ici, ça a valeur de loi. D'accord? C'est bizarre. On est d'accord, c'est bizarre. Les conditions, je vous les répète, il y en a deux cumulatives. La première, c'est qu'il faut une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et la deuxième, il faut soit une atteinte à l'intégrité des frontières, soit une atteinte à l'intégrité de la souveraineté nationale, soit une atteinte au respect des traités internationaux. On voit pas bien tout ça. D'accord? Ça, c'est du blabla. Ok. Ça, c'est l'article 7. On est d'accord quand même déjà en soi que juste en lisant ça, c'est bizarre. Le seul truc qu'il ne puisse pas faire, le président, pendant l'article 16, c'est juger quelqu'un. Le seul pouvoir auquel il ne puisse pas emprunter, c'est le pouvoir judiciaire. Et pour pouvoir exécutif et législatif, il peut tout faire. Alors, ça vient d'où ça? C'est De Gaulle qui a eu cette idée. Non, plus vieux que ça. Ça date de Rome. En fait, cet article 16, c'est la photocopie quasi conforme d'une institution romaine. Pendant la République romaine, il était prévu que si jamais il y avait une atteinte à la Pax Romana, la paix romaine, autrement dit, c'était un conflit armé avec une puissance étrangère, eh bien, il y avait la possibilité pour un magistrat c'est quelqu'un qui donné un pouvoir, pas magistrat dans le sens où on juge. Il y avait le pouvoir, on pouvait donner à quelqu'un le pouvoir de prendre les décisions en se passant de l'avis du Sénat. Parce que quand il y a forcément un pays, ce soit des problèmes, imaginez déjà le temps pour qu'on fasse les communications, ça prenait du temps. Si en plus de ça, l'année dernière, quand on avec le Sénat, taillé avec le Sénat, deux conditions. Effectivement, on avait mis en place cette procédure. Comment s'appelle cette procédure? Comment s'appelle ce magistrat, ce représentant qui avait les quasi pleins pouvoirs? Non, alors c'est pas mal joué quand même dans l'idée, on va voir. Non, on l'appelait le dictateur. Le terme de dictature vient du nom de cette institution. La dictature, c'est le nom de la magistrature que l'on confiait à un individu lorsqu'il y avait une atteinte à la Pax Romana. Et est-ce que vous connaissez un grand dictateur? Non. Un dictateur dans le sens dans lequel je viens d'utiliser. César, non? Jules César. Jules César, qui c'est? C'est un dictateur. C'est quelqu'un qui a été nommé précisément parce que la République était en conflit. Il a été nommé et il a gardé le pouvoir. Il a tellement gardé le pouvoir que d'ailleurs, César, alors à tort, en théorie, est souvent considéré comme étant le premier
premier empereur romain. En réalité, le premier empereur romain, c'est Auguste. Pourquoi? Parce que César n'était pas empereur. Il était le dictateur. D'accord? Mais en étant dictateur pendant 30 ans, César, il a commencé à bien habituer les gens, le peuple romain, au fait qu'on ait le pouvoir d'utiliser pour exercer pas plus. Et voilà pourquoi derrière, la transition vers l'Empire romain a été favorable, précisément parce que César, grâce à l'institution de la dictature, avait dû préparer le pays. Bon bref, on est bien d'accord du coup que prendre dans nos institutions de la Ve République l'exacte copie de la dictature romaine, déjà en soi, c'est pas top. On va pire. En fait, il y a un autre pays qui a ressuscité la dictature romaine avant nous. Ouais. L'Allemagne, pendant la République de Weimar, qui a été celui qui en a bénéficié. Adolf Hitler, il a eu l'incendie de Reichstag, il s'est fait accorder les pleins pouvoirs, précisément sur le tenant de l'équivalent de l'article 7. Donc vous voyez bien que De Gaulle, en 1958, et là, il dit, bah tiens, j'ai une constitution, bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intelligent, de bien démocratique? Oh, ressusciter la dictature romaine, le truc qui précisément fait qu'il y a 20 ans, on a eu une guerre dans toute l'Europe qui a saccagé toute l'Europe. Non, c'est une bonne idée, ça, quand même, non? Voilà, article 7, tranquillou, tout va bien. Ok? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça va. C'est pas non plus, c'est pas la dictature romaine, on n'est pas dans la dictature de la République de Weimar, forcément, il y a des garanties qui ont été apportées. Voilà. Effectivement, on a des conditions qui sont fixées, je vous les ai données tout à l'heure. On peut dire, c'est qu'on est dans le flou. Hein. C'est pas trop ce que ça veut dire, tout ça. Voilà, peut-être qu'effectivement, du coup, on a mis en place des procédures, quand même, qui font en sorte qu'au moins, déjà, le premier truc qui est troublant, c'est que c'est le président tout seul qui s'accorde ce pouvoir. La seule condition, c'est qu'il doit faire une annonce publique. Il doit faire un discours à la nation pour dire qu'il déclenche l'article 7. Ok, ouais, je suis président, vas-y, c'est bon, c'est ça. On va dire, ok, mais il y a sûrement des institutions qui contrôlent tout ça. Oui. Ah ouais, c'est normal, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à plusieurs moments, va intervenir pour dire oui ou non, ce qui est décidé, si les conditions de l'article 16, si elles sont toujours valables. Et il se passe quoi s'il dit non? Ça s'attend de regarder une série, après on est habitué au scénario. Non, il ne se passe rien. Donc en fait, c'est très clairement, c'est comme s'il y a un feu rouge qui est derrière chez moi. On mettait un flic, et le flic, on ne lui met pas le pouvoir de nous mettre un PV. Qu'est-ce qu'il va se passer? Coucou. Je vais venir, lui sortir. Ça n'aura aucun effet dissuasif. C'est-à-dire effectivement, le Conseil constitutionnel, s'il trouve, qu'il considère que les conditions de l'article 7 ne sont pas réunies, que ce soit au début, ou au milieu, ou à la fin, il ne peut rien faire. Il peut juste le dire. Alors, peut-être que publiquement, ça aura pas une influence. Enfin bon, si le peuple valide le fait que le président ait fait déclencher un article 16, a priori, quoi que dira le Conseil constitutionnel, ça ne va pas changer sa manière de penser. D'accord? Bon, vous allez dire, oui, alors ça va. Tout ça, c'est théorique, peut-être que jamais arrivé. C'est arrivé. En 61, notre cher de Gaulle national a eu l'immense idée de déclencher l'article 16. Alors, à quelle occasion? Là, c'est le plus drôle. Quand il y a eu un secrétaire d'État qui a été séquestré dans le cadre d'une négociation sur l'Algérie, on avait le téléphone, qui a été. Alors, j'ai viré ma première en plus aujourd'hui, donc il ne faut pas trop me choquer. Je vous l'ai déjà dit à il y a un secrétaire d'État, donc un membre du gouvernement, qui effectivement a été séquestré à l'occasion d'une négociation sur l'Algérie, en Algérie. Et en fait, déjà, De Gaulle, du coup, a déclaré l'article 7. Alors, regardons bien
les conditions. Est-ce qu'on a une atteinte au fonctionnement, d'interruption du fonctionnement régulier de l'État? On a un secrétaire d'État qui est séquestré, ça dure 3 heures, c'est vraiment une atteinte au fonctionnement régulier. Rien n'est moins sûr. Mais bon, admettons que sur ce plan-là, ça passe. Okay. Est-ce qu'on a une atteinte, deuxième condition, est-ce qu'on a une atteinte à la souveraineté nationale à l'intégrité des frontières? Non. On a une atteinte aux accords internationaux? Non. Est-ce qu'on a une atteinte à la souveraineté nationale? Mais, non, non, pour le coup. La souveraineté nationale, c'est le Parlement qui l'exerce. À aucun moment, le gouvernement n'est censé représenter la souveraineté nationale. Si on avait eu, effectivement, je ne sais pas, on avait séquestré des députés qui ont le Parlement qui fonctionnait, là, je dis ok, c'est pas le cas. Donc en réalité, effectivement, les conditions n'étaient déjà pas réunies. Mais bon, c'est pas grave, ça dure 3 heures, l'article 7, ça dure 3 heures. Il a duré 8 mois. Pendant 8 mois, De Gaulle a conservé l'article 16 alors que les conditions n'étaient plus réunies depuis 3 heures après le début. Vous allez dire, alors, c'est pas grave, parce qu'il est intervenu pour prendre des normes pour essayer de régler le processus algérien vers l'indépendance algérienne, à évident de la mettre en œuvre. Il a fait tout. Il est intervenu dans absolument tous les domaines pendant 8 mois sans aucun contrôle, sans rien du tout. Sans rien du tout. Ah mais il a quand même fini à un moment par le rendre, l'article 16, par interrompre le fonctionnement de l'article 16. Enfin, il en avait fait un paquet pendant ce temps-là. Il en a fait un sérieux paquet, puis ça commençait à gueuler sévèrement. Donc là, même les gens qui n'étaient pas au point sur l'article 16, ils ont fini par dire, il y a quand même un souci. Alors, vous me posez la question est-ce qu'il a le droit? C'est ça, hein. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir vraiment empêcher de le droit, après il le prend. Quand il l'a, il ne le pas, il le prend. Là, c'est les droits. Et sur tous les domaines. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le font pas tous? Parce que quand même. Parce que c'est quand même une telle atteinte au principe démocratique le plus évident que sincèrement on ne pourrait pas en abuser. Mais ce que ça démontre surtout, au-delà de ça, c'était malgré tout dans le cadre du processus algérien, ça a pu être fait, et c'est un contexte très particulier qui a pu permettre de le faire. Honnêtement là, il n'y a aucun contexte qui pourrait nous identifier. En tout cas, le RIB, le public, le recevrait assez mal. Mais ce que ça vous démontre surtout, question de l'article 16, c'est qu'on a des institutions politiques qui sont plus ou moins sociaux. Il y a des régimes qui peuvent plus ou moins résister lorsqu'on a d'un seul coup un pouvoir qui a des velléités autoritaires. Bah nous, pour le coup, on n'a pas ce qu'il faut pour résister. Et très sincèrement, ça c'est une conviction personnelle, mais vraiment très forte, je reste absolument persuadé que si un jour on tombe sur quelqu'un qui est vraiment autoritaire, notre régime sera sauvé en 2 minutes. En 2 minutes. Si, je ne parle pas de quelqu'un avec des petits côtés autoritaristes, hein, que Macron là, Hollande là, Sarkozy, il avait tous des côtés autoritaristes. On peut contester, machin. Et on ne peut pas dire qu'on est dans un régime autoritaire pour autant. Mais en tout cas, notre régime, vous le mettez à un dictateur sud-américain des années 70, comme un poisson dans l'eau. C'est parfait. D'ailleurs, votre régime, il ressemble à quoi? Si on regarde bien concrètement, quels sont les régimes qui lui ressemblent le plus? Finalement, c'est peut-être les Russes et les Algériens. Parce que les régimes qui sont particulièrement connus pour être un aspect démocratique absolu. En tout cas, si vous avez un personnage de la trempe d'un Poutine à la tête de l'État français, on a le même État, je ne vois absolument pas de différence de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, je vous répète, si un jour on tombe vraiment sur quelqu'un qui a une vraie velléité autoritaire, il y a, parce que je suis pas certain que ça se passe bien. Je suis même à peu près certain que ça se passe très mal. Ouais, mais je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de plusieurs personnes. Mais l'article 16, pour vous, c'est ce qui pourrait permettre de faire un Adolf Hitler. Voilà,
syndic du Reichstag, mais pas vas-y, quand même, hein, du Reichstag, hop, on exécute, on est un truc, vraiment, si on veut, sans même se donner la peine, de faire semblant. Voilà du coup pour ces décisions de l'article 7. Bref, tout ça, tout ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque le président intervient à la place du président de l'université, quelle est la valeur de cet acte, de cette décision? C'est la valeur qu'aurait une décision prise par le président de l'université. S'il intervient à la place du Premier ministre, c'est la valeur qu'aurait un décret pris par le Premier ministre. S'il intervient à la place de la loi, ça a la valeur de la loi. Donc, dans le bloc de l'égalité, qu'est-ce qu'on met? Les décisions de l'article 16 portant sur le domaine du pratique. D'accord? On oublie cette petite précision, c'est faux. D'accord? C'est pas exact. C'est bien clair tout ce que je vous dis là? Ouais. Allez, on va finir la hiérarchie des normes tranquillement. Alors, on a fini le gros du gros du gros. En dessous du bloc de l'égalité, on trouve donc la coutume internationale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coutume? On sait à peu près une coutume, c'est un fait, c'est une pratique qui se répète de manière systématique depuis un temps long. D'accord? C'est ça une coutume. Et il y a un dernier élément, c'est qu'il faut, comme justement c'est systématique, que ça crée véritablement le sentiment d'une obligation. D'accord? Et tout ça, effectivement, a fait qu'il se répète de façon systématique et qui crée parmi la population le sentiment d'une obligation. Alors, la coutume internationale, qu'est-ce que c'est que la coutume internationale? C'est donc justement la coutume qui régit les relations internationales. En fait, la coutume internationale, elle porte sur un point en particulier, notamment sur le commerce maritime international. Typiquement, c'était une matière, le commerce, de toute façon, c'est une matière très particulière, et le commerce maritime international, c'est vraiment une matière qui est très largement dominée par le droit coutumier. Okay? Bien, en dessous de cette coutume internationale, on va donc trouver les PGD internationaux. Ah, ça rappelle quelque chose, les PGD internationaux. On va parler des PGD communautaires de toujours. Eh bien, ça va être notre troisième exception au fait que la jurisprudence n'est pas une source du droit. Je dis, la jurisprudence a priori n'est pas une source du droit, sauf trois exceptions. La première, c'était la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Effectivement, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il rend un PFRLR, ça devient une véritable norme qui s'impose au juge national. De la même manière, la CJUE, lorsqu'elle dégage un principe général du droit, un PGD communautaire, ça s'impose au juge national. Et bien de la même manière, lorsque la Cour internationale de justice, la juridiction de l'ONU, lorsque la Cour internationale de justice dégage un PGD international, un principe général du droit international, et bien ça s'impose au juge ordinaire national. Ok? En dessous de ça, ces deux petits, bon, il y en a très peu, hein, c'est très très peu utilisé. Les deux dont je viens de vous parler, la plupart du temps, on entend parler en master 2 en gros. J'aime bien quelque chose de quand même minimum exact. Et pour le coup, comme ça, vous avez une vraie hiérarchie. Après, il y a les règlements. Alors, la première chose que vous devez remarquer tout de suite, c'est que je parle de règlement. Je ne parle pas d'un bloc réglementaire. Et ça doit faire sens pour vous. Quand je dis règlement, mais non pas réglementaire, ça implique quoi? Qu'il y a. Hein? Ah bah si, vu que je ne dis pas que c'est un bloc, c'est que c'est pas un bloc. Si c'est pas un bloc, c'est précisément qu'il y a une hiérarchie entre les différents types de règlements. D'accord? Donc attention, c'est pour ça que je ne parle pas d'un bloc réglementaire, c'est hyper important. Alors on va essayer de définir d'abord ce qu'est un règlement. Un règlement, c'est simple, c'est une. Ouais, qui m'a dit non? Une petite voix au fond? Pardon. Une petite voix, une petite voix. Pas lever la main. C'est effectivement une norme. C'est la première chose. Souvenez-vous, dès qu'on est dans la hiérarchie des normes, on définit quelque chose, on commence par dire que c'est une norme.
la base, commence par le commencement. Donc, une norme, comment est-ce qu'on définit les normes? Comment est-ce que je définis une norme que l'on a vu jusqu'à maintenant? Par oui, mais ça c'est valable pour tout, c'est ça qui me permet de les distinguer. Qu'est-ce qui me permet de distinguer une norme d'une autre? C'est qui en est l'auteur? Qui est l'auteur des actes réglementaires? Qui c'est qui vote des règlements? L'exécutif, exactement. Donc un acte réglementaire, qu'est-ce que c'est? Un règlement, c'est une norme adoptée par l'exécutif. Est-ce que ça suffit? Est-ce que cette définition-là est suffisante? Est-ce que vous connaissez d'autres normes adoptées par l'exécutif qui ne seraient pas des règlements? Arrosage général dans 10 secondes. Non, là, pour ça, je peux le taper. Arrosage, c'est coup de bouteille. Non, on les a vus il y a 10 secondes. Il y a 2 minutes. Ça, c'est le pouvoir exécutif qui adopte ça. Alors, c'est 2 minutes avant. Oh, les ordonnances et les décisions d'article 7. On vient juste de passer une demi-heure. Ce sont des actes qui sont pris par l'exécutif, ça. D'accord? Les ordonnances et les décisions d'article 16 sont bien des actes pris par le gouvernement, par l'exécutif, et qui pour autant ne sont pas des actes réglementaires. Donc si je veux être précis dans la définition d'un acte réglementaire, qu'est-ce que c'est? C'est une norme adoptée par l'exécutif sans que ce soit à l'issue des procédures prévues aux articles 16 et 38. Et là, d'accord? Bien. On a deux. Hein? Est-ce que vous pouvez répéter? C'est écrit dans la plaquette. Ne vous embêtez pas à écrire les définitions ou de manière générale, encore une fois, c'est pas ça qui est important à écrire. Vous avez vu, il y en a qui l'ont fait du coup de noter les exemples vidéo. Vous avez vu que ça marche bien, logiquement, pour réaliser le cours, vous comprenez le cours comme si vous étiez. Donc, deux types de règlements, les décrets et les arrêtés. En fait, c'est très simple la différence entre les deux. Là encore, comme pour n'importe quelle norme, ce qui permet de les définir, c'est le auteur. Qui peut prendre des décrets? Le président de la République et ou le Premier ministre. D'accord? Qui peut prendre des arrêtés? Tous les autres. Autrement dit, un maire prend quoi? Des arrêtés ou des décrets? Des arrêtés. Un président d'université, un préfet, un recteur d'académie, un ministre. Des arrêtés. Je dis Premier ministre, pas ministre. Un ministre, ça prend des arrêtés. Premier ministre prend des décrets. Le président. Alors ça veut dire un ministre peut être signataire d'un décret et lors qu'il se contresigne l'acte signé par le Premier ministre. Mais s'il y a le président et ou le Premier ministre, c'est forcément un décret. Tout le reste, ce sont des arrêtés. Bien. Alors du coup, les décrets, il y en a plusieurs types qui n'ont entre autres pas la même valeur. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le bas, au lieu de commencer par le haut. Pour l'instant, vous avez vu que la hiérarchie, je l'attaque par le haut, et je descends au fur et à mesure des étages. Là, vous allez comprendre pourquoi je démarre par le bas sur les trois types de décrets. Il y a d'abord les décrets simples. Un décret simple, c'est un décret qui est signé soit par le président, soit par le Premier ministre. Soit par l'un, soit par l'autre. L'immense majorité des décrets simples sont signés d'ailleurs par le président de la République. Les décrets simples du Premier ministre sont assez rares, mais il y en a quelques-uns. Deuxième type de décret sont les décrets en Conseil des ministres.
Un décret en Conseil des ministres, c'est très simple, c'est un décret signé par les deux. Et quel est le seul endroit où les deux se retrouvent au moins une fois par semaine? C'est le Conseil des ministres. Voilà pourquoi on appelle ça un décret en Conseil des ministres. Et enfin, troisième type de décret, ce sont les décrets en Conseil d'État. Alors un décret en Conseil d'État, c'est comme un décret en Conseil des ministres, c'est signé par les deux, lors du Conseil des ministres, mais en plus de ça, on va demander un contrôle préalable par le Conseil d'État. Et encore une fois, le Conseil d'État, c'est l'équivalent de la Cour de cassation pour le droit public. C'est la juridiction suprême, parce que suprême, on en parlera plus tard, c'est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. Ok? C'est bien clair? Donc voilà pour ce qui est de cette hiérarchie au sein des décrets. Si on commence par le haut, décret en Conseil d'État, décret en Conseil des ministres, décret. En dessous, on a donc les arrêtés, on a vu ce que c'était. Et enfin, tout en bas de la hiérarchie des normes, on a donc un dernier élément. Et cet élément, c'est la coutume nationale. Alors la coutume nationale, c'est tout pareil, c'est une coutume. Donc quelque chose, une règle qui se répète de manière systématique depuis un temps long et qui crée le sentiment d'une véritable obligation dans la population. En fait, il faut avoir conscience que le droit français, à l'origine, est un droit qui est quasi exclusivement coutumier. À la chute de l'Empire romain, on a donc les monarchies franques qui se mettent en place. Et là, on va avoir une déliquescence quasi totale du droit. Et très rapidement, on va avoir un droit qui sera ultra localisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de seigneurie, vous changez de droit. D'accord? Évidemment, avec des points communs, on n'a pas brutal de l'un à l'autre, mais quand même, à chaque fois des petites différences. Et ce droit, même quand il était très influencé par le droit romain, ce qui est le cas des régions du Sud, sous la Loire, on disait en général que c'était des pays de droit écrit. Non pas que le droit y était écrit, il n'y avait pas de code. Par contre, il y avait une véritable influence du droit romain, qui était donc un droit écrit. Il y avait cette influence du droit écrit. Mais dans tous les cas, c'était un droit coutumier. Alors le droit coutumier a commencé à être écrit effectivement très progressivement. D'abord parce qu'on appelle les coutumiers, c'est des gens qui allaient essayer de consigner ce que disait la coutume, pour que ce soit plus facile d'utilisation, que les gens puissent savoir ce que disait le droit. Puis ensuite, on a eu des premières tentatives d'unification de certains pans du droit. C'est ce qu'on appelle notamment les grandes ordonnances de Louis XIV et Louis XV. Et enfin, la véritable unification d'un droit et le retour véritable du droit écrit, c'est à partir de 1804, où le Code civil, la révolution a commencé, mais c'est avec le Code civil en 1804 qu'on va véritablement avoir cette idée selon laquelle le droit, c'est un droit écrit, principalement. Mais malgré ça, il y a des petites zones encore dans lesquelles vont persister quelques coutumes. Alors aujourd'hui, ces zones, elles sont ultra limitées. Vraiment, le droit coutumier, c'est complètement marginal aujourd'hui. Mais malgré tout, il reste encore quelques traces, et en particulier en droit commercial. Il y a par exemple des usages qui restent et qui sont assez surprenants. Par exemple, en matière de baux commerciaux. Est-ce que c'est un bail? Un bail, c'est un contrat de location pour un bien immobilier. Eh bien, les baux commerciaux, lorsqu'on loue un local commercial, il y a des règles coutumières qui s'appliquent, notamment une, c'est qu'on ne peut pas résilier un bail commercial n'importe quand. Vous savez ça? On peut résilier qu'à la fin de je ne sais plus quoi. Il faut envoyer son préavis avant la fin, je ne sais plus quoi d'autre pour vous. J'ai oublié mon dessin. Mais c'est quand même particulier, non? Et il n'y a aucun écrit dans le code de commerce qui dit qu'on ne peut résilier qu'à la fin machin et à la fin machin. C'est une pure coutume. Il en reste quelques-unes comme ça. Aujourd'hui, encore une fois, c'est très très marginal, hein. Quasiment plus, mais non véritablement, ça existe. Ok? Voilà pour la hiérarchie du norme français. Donc, à la page, je ne sais plus, 28, 29, je vous ai présenté un petit schéma qui récapitule toute cette hiérarchie des normes françaises.
vous remarquerez que j'ai mis en légèrement plus gras le titre de chacun des blocs. Voilà, ça me permet. Vous voyez, la demoiselle, par exemple, elle a surligné à chaque fois bloc de constitutionnalité, l'organique, et à chaque fois vous avez le détail. Quand il y a un bloc, vous avez le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, il n'y a pas de hiérarchie, encore une fois, là-dedans. Je vous répète une dernière fois pour être bien sûr. Il faut noter, ces blocs de constitutionnalité, c'est comme si j'avais mis entre parenthèses sur le même niveau tout ce qui est d'accord. L'autre chose importante à remarquer là-dedans, c'est que j'ai mis règlement sur le côté. Encore une fois, parce que ce n'est pas un bloc. Là, on a une hiérarchie. Okay. Okay. Donc, il est bien évident que cette hiérarchie des normes, ce schéma doit être tenu absolument sur le bout des doigts. Je dirais même que c'est vraiment le service ultra minimum. Parce qu'encore une fois, je me permets d'insister assez évidemment à chaque fois, et j'ai pas envie que vous retrouviez à la fin du semestre en panique, parce que vous ne vous attendiez pas à ce niveau de précision dans le sujet. Je ne sais pas, aujourd'hui on a vu par exemple les ordonnances qui devraient avoir une question sur ce qu'est une loi d'habilitation. Et qu'est-ce que ça implique? Le fait que ce soit suffisamment précis, que le domaine de l'habilitation soit précis, que la durée de l'habilitation soit précise. On peut avoir des questions sur ce genre de choses-là. Donc ça implique quand même que vous connaissiez quand même vraiment le cours en profondeur et dans les détails. D'accord? Je vous le dis parce que si vous faites des fiches et que vous notez un truc sur 10, à l'évidence, vous allez passer à côté du niveau de détail qui est attendu en plus dans la QCM. Donc attention, parce que beaucoup de QCM, pour ça, ça peut être méchant. Ça peut vite trancher si on n'est pas au bon niveau. Quand c'est une question de cours, vous pouvez toujours mettre 3 lignes là où normalement il doit faire une page. Mais par contre, sur un QCM, si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse. Okay, faites attention à ça. J'insisterai encore 20 fois là-dessus, mais essayez de bosser le cours vraiment en profondeur, dans les détails. Okay, bien. Du coup, on va démarrer la section 3 avec une notion qui est la notion d'état de droit. Alors cette notion d'état de droit, c'est ce qu'on pourrait appeler un concept opérationnel. Ça fait partie de ces mots valides qu'on utilise, et qui ne veulent strictement rien dire, comme démocratie. Démocratie, tout le monde l'utilise. Hein, la démocratie, c'est quoi? C'est bien? C'est pas bien? Bien. Tous d'accord, la démocratie, c'est bien. L'état de droit, c'est bien ou c'est pas bien? Bien. C'est quoi? C'est quoi l'état de droit? C'est ça un concept opérationnel. C'est un mot valide qui ne veut rien dire. Non pas que ça ne veut rien dire à la base, hein. On a vidé de son sens. Et qu'on utilise simplement parce que ça fait appel, ça renvoie quelque chose de positif dans l'oreille de celui qui l'écoute. Qui vous parle de la participation, de l'association, des citoyens, etc. Regardez un sketch de Franck Lepage qui est génial là-dessus. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Franck Lepage, mais pour le coup, il a un sketch qui est génial, il a des cartes avec des concepts opérationnels comme ça. Participation, démocratie, tout ça. Il bat les cartes, dans n'importe quel ordre, il les sort au hasard, et il introduit des phrases avec ça. J'ai l'impression d'avoir un énarque qui lui parle. Ça ne veut rien dire, c'est clair. Et franchement, vous l'entendez, c'est un mec qui est bien. Juste parce qu'il utilise des mots mêmes. Ça ne veut rien dire. Il fait du vent. Mais du vent qui sonne bien. C'est ça un concept opérationnel. L'état de droit, typiquement aujourd'hui, c'est utilisé comme un concept opérationnel, c'est-à-dire que les mots qui à la base avaient un sens précis, démocratie, etc., aujourd'hui, ça veut à peu près tout dire la même chose. C'est un état qui est bien. Qu'est-ce qui fait qu'un état est bien? Ah, c'est une autre question, il ne faut surtout pas se poser. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Démocratie, on en parlera au deuxième semestre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? En fait, c'est très simple.
législateur? Créer la loi. Quel est le principal boulot de l'exécutif? De créer des règlements qui permettent d'exécuter la loi. Donc en fait, on est bien d'accord que les autorités publiques, leur boulot, c'est de prendre des décisions. Et comment se prennent ces décisions? Par créer des normes. Le travail d'une autorité publique, c'est de créer la norme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle des autorités normatives. Quand je dis que du coup, tout le monde doit respecter les lois, tout le monde, c'est y compris les autorités normatives. C'est bizarre que ceux qui créent le droit doivent en même temps respecter le droit. Ça implique quoi? Le droit, il est, je viens de le voir là, en 3 semaines. Le droit, il est hiérarchique. Donc, quand on dit que les autorités normatives doivent respecter le droit, ça veut dire qu'elles doivent respecter la hiérarchie des normes. Ah, on y arrive. Là, on est plein dans le vrai état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel les autorités normatives respectent la hiérarchie des normes. Ce n'est pas la seule condition, mais c'est la principale. C'est un état dans lequel les autorités normatives respectent la hiérarchie. Bien. Est-ce que parce qu'il y a une règle qui dit qu'il faut respecter le feu rouge, je respecte le feu rouge qui est derrière chez moi? Non. Il faut un. Ouais, il faut un contrôle contraignant. En fait, même si on implique les petits qui n'a pas le pouvoir de mettre un télé, ce qu'on va faire, c'est de faire tout ce qu'on attend. Ok? Donc effectivement, ça ne marche pas. Quand on pose une règle, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Il faut toujours cette règle derrière, qu'elle soit contrôlée et sanctionnée. Sinon, la règle n'existe pas. Si on dit qu'un truc existe, c'est un vœu pieux, c'est une déclaration d'intention, mais ce n'est pas une règle. Tant qu'il n'y a pas un contrôle coercitif. Donc quand on dit qu'il faut respecter la hiérarchie des normes, les autorités normatives doivent respecter la hiérarchie des normes, et qu'il ne faut pas justement qu'un vœu pieux, il faut derrière mettre en place des mécanismes qui permettent de contrôler que les normes inférieures respectent les normes supérieures. Et qui va être chargé de faire ça? Ça va être le juge. Il faut savoir lesquels, et c'est ce que l'on verra la semaine prochaine, terminer ce chapitre 2 et le démarrage du chapitre 3 du livre. Et très rapidement, pour faire un petit schéma synthétique, que je regrette tellement de jamais eu à voir en fac de droit, parce que ça permet de comprendre énormément de choses. Le problème du savoir universitaire, c'est que souvent on a des profs ultra spécialisés dans leur domaine, et finalement, des gens qui prennent du recul et qui arrivent à vous montrer que en fait c'est simple, ben, c'est rare. Moi, le schéma que j'ai fait, il m'a fallu 15 ans pour le comprendre. Alors que je connaissais dans le détail le moindre petit morceau. Mais en fait, c'est tellement plus simple de prendre le recul à un moment, de dire ça. Donnez ça à un première année en droit, il y a une chance, c'est d'études. Les étudiants vont voir. Ça, c'est beau. Ça, c'est l'année prochaine particulièrement. Si je prends une hiérarchie des normes un peu simplifiée, donc on a le bloc de constitutionnalité. En dessous, on a les lois organiques. Les lois organiques, je ne les marque pas. Pourquoi? Parce que quand je vais vérifier la constitutionnalité d'une norme, je vais aussi vérifier le fait qu'elle respecte bien les lois organiques. Donc en fait, dans le contrôle, les lois organiques sont souvent englobées dans la Constitution. En dessous, on va avoir le bloc de légalité. Non, pardon, de conventionnalité. En dessous, le bloc et enfin en dessous, dans les règlements. Je zappe la coutume internationale, la coutume nationale, et je zappe les PGD internationaux qui sont vraiment pour des normes ultra marginales. C'est pas m'énerver dans mon schéma, c'est les choses. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si je le simplifie dans l'écriture, je le tiens comme ça. Ce soit plus facile. Bon, dire qu'il faut respecter la hiérarchie des normes, ça veut dire quoi? Que les traités doivent être conformes à la Constitution. Que les lois doivent être conformes aux traités et à la Constitution. Que les règlements doivent être conformes aux lois. Et à la Constitution. La question, c'est qui fait quoi? Si vous voulez écrire
Là aussi, c'est le Conseil constitutionnel. Et là, c'est le Conseil constitutionnel ou le juge administratif. Ici, c'est le juge ordinaire, juge administratif. Vous arrivez à lire ou pas? Mon marqueur est en fin de vie. Ok. On va voir ça la semaine prochaine. C'est la partie où il va y avoir un petit moment un peu compliqué. C'est pas fou, hein. Rassurez-vous, c'est comme le jour. Hein. Ça va durer 2 minutes. Et partie sur la tête. Attends. Vous avez toujours tendance à dégainer très vite le rangement. Fini en plus largement en avance, on peut essayer dans plus 5 minutes. Je vais vous parler un peu. Donc, à partir de la semaine prochaine, du coup, on va finir le chapitre 2, on va attaquer le chapitre 3. Alors, la première chose que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je n'ai pas encore terminé la mise à jour de ma plaquette. Je vais essayer de finir ça cette semaine, je vais essayer de bosser les soirs, je vais me coucher, pour pouvoir essayer de vous la terminer le plus rapidement possible cette semaine, pour que vous puissiez imprimer la suite du cours. Mais il faut surveiller bien le cours sur Améthyste. Ça va arriver plutôt fin de semaine que les semaines. La deuxième chose que je voulais vous dire, non, vraiment, si vous n'aurez pas mangé juste un petit doigt, je vous oblige à penser, j'ai vraiment pas envie à la fin. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que là, on est en train de terminer, on va terminer la semaine prochaine, justement, dans ce petit schéma-là, en explicitant ce petit schéma, on va terminer la partie théorie du droit. C'est une partie qui, quand même, est un peu plus complexe que ce que l'on va voir ensuite. Pour une raison très simple, c'est que c'est une partie très abstraite, avec un vocabulaire que vous ne maîtrisez pas du tout. Quand je parle d'autorité normative aussi, de là, bref, à chaque phrase, il y a au moins 3 ou 4 mots que vous ne comprenez pas à la base. Donc du coup, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour arriver à suivre ça et pour arriver à y trouver un intérêt fondamental. Honnêtement, qui n'a pas été intéressé par cette partie-là? Vous avez le droit de le dire, hein. Quelques-uns. Ça me rassure, sinon vous êtes tous a priori. Non, mais je peux comprendre que cette partie-là soit un peu plus difficile d'accès, et franchement, c'est pas un problème. Je ne suis pas vexé si vous n'est pas fait. Vous allez voir que la partie qui va venir, pour le coup, sera très différente. Pour ceux qui éventuellement étaient un peu en difficulté sur cette première partie du cours, sachez que la deuxième partie du cours va être très différente. On va faire une introduction de droit civil. Alors moi, je ne vous cache pas que c'est la partie qui m'ennuie profondément, parce que le droit civil, c'est pas du tout ma matière. Et par contre, pour des étudiants en première année, le droit civil, forcément, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus ludique. Pourquoi? Parce qu'on va parler mariage, divorce, on va parler transsexualisme, on va parler de tas de choses comme ça, on va parler filiation, on va parler de responsabilité individuelle, contractuelle, on va un petit peu contractuelle tout de suite, mais en gros, comment ça se passe quand il faut indemniser quelque chose. Enfin, bref, des tas de choses comme ça qui sont beaucoup plus concrètes et qui seront plus concrètes dans vos livres, sur la théorie du droit. Hein. C'est bien que là, ce que vous allez faire, c'est faire quelque chose qui va vous servir au quotidien. Voilà, les ordonnances, c'est ça. Bon, oui, c'est là non, mais l'intérêt pratique immédiat que vous pouvez en tirer, c'est forcément plus limité à celui que vous allez pouvoir tirer de la partie sur le droit. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, cette partie sur le droit civil, c'est quelque chose qui a priori plus facile pour vous et qui risque probablement de vous intéresser plus directement. Bon, s'il y en a qui étaient en difficulté, donnez votre chance au produit, la suite sera différente. C'est d'ailleurs la particularité de ce cours du premier semestre, c'est qu'il y a vraiment 2 morceaux de cours qui sont particulièrement différents. Autant au deuxième semestre, il y a vraiment une homogénéité. Dans le deuxième semestre, il y a une vraie grosse différence. Voilà.